Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce premier cours d'introduction au Python. Dans les leçons qui viennent, nous allons apprendre à nous servir du langage Python pour développer. Développer, c'est une activité qui permet d'utiliser son ordinateur à son plein potentiel. Nous allons lui indiquer une série d'instructions, des ordres à effectuer, de telle façon à obtenir un résultat bien précis. Naturellement, ces ordres peuvent être de nature quelconque, et nous pouvons en tirer des programmes plus ou moins complexes, plus ou moins sophistiqués, plus ou moins performants. Dans les faits, presque tout est possible, au prix naturellement de quelques efforts techniques et intellectuels. Naturellement, l'ordinateur que vous avez en face de vous est incapable de comprendre le français, encore moins l'anglais ou d'autres langues. Nous allons donc devoir utiliser un langage, un intermédiaire, dans lequel nous sommes capables d'exprimer nos instructions et que l'ordinateur sera lui capable de comprendre. Ces langages sont multiples. Nous citerons par exemple le C, le Java, l'assembleur, le PHP, le JavaScript, le Python ou encore d'autres. Celui qui nous intéresse ici, à savoir le langage Python, est un langage qui multiplie les avantages pour peu d'inconvénients. Il est connu pour être relativement aisé à prendre en main. Il ne faudra pas des années d'expérience ou des années d'études pour être capable d'obtenir nos premiers résultats. Par ailleurs, il est assez concis, clair, lisible et simple. Ses défauts sont plus techniques, ils sont peu nombreux mais existent. Nous les verrons éventuellement par la suite. Malgré tout, Python reste un langage de premier plan quand il s'agit d'apprendre l'informatique. Il est d'ailleurs très souvent enseigné dans un cursus de licence. Pour pouvoir utiliser Python, nous allons devoir nous rendre sur le site officiel de la Python Software Foundation que vous trouverez en description et y télécharger un logiciel qui va nous permettre de faire comprendre le Python à notre ordinateur. Pour cela, une fois que vous êtes sur le site, vous vous rendez dans la section Download, puis Python. Selon la date à laquelle vous visionnez cette vidéo, la version aura possiblement changé. Quant à moi, il s'agit de la 3.7.0, mais prenez celle qui s'affiche. Vous aurez ensuite un fichier exécutable à démarrer. Quant à moi, je l'ai déjà démarré et j'ai déjà installé Python. Il ne sera donc pas nécessaire ici de réeffectuer la procédure. Néanmoins, vous le verrez, quelques clics suffisent, tout est très simple. Une fois que l'installation sera effectuée, pour effectuer nos premiers tests avec Python, nous n'aurons qu'à nous rendre dans la barre de recherche Windows et à taper idle. IDLE. Puis à exécuter le logiciel qui apparaît. Idle est en fait un jeu de mots, simplement car il signifie oisif en anglais. Et nous verrons, Python est particulièrement paisible comme langage. Nous allons donc pouvoir faire nos premiers tests dans quelques instants. Si effectivement Idle accepte de démarrer rapidement. Voilà, parfait. Ceci, c'est donc un logiciel qui va permettre de faire passer nos ordres dans un langage que nous comprenons à un langage que la machine comprend. Vous n'êtes pas sans savoir, a priori, que le langage de la machine est constitué en quelque sorte de 0 et de 1. C'est ce qu'on appelle le langage machine. Naturellement, pour un être humain, il est tout simplement incompréhensible. En conséquence de quoi, ces langages de programmation nous faciliteront considérablement la vie pour programmer de façon lisible et intelligible pour un être humain. Nous allons donc pouvoir commencer. Python nous affiche sa version, quelques informations complémentaires, le système d'exploitation, à savoir Windows, et nous indique que nous avons différentes possibilités pour obtenir plus d'informations quant à son utilisation. Ces trois chevrons signifient que Python est prêt à recevoir nos ordres, nos instructions. Nous allons donc pouvoir rédiger les premiers. Vous allez voir que Python connaît très bien les nombres. Si nous en tapons un, par exemple 5, alors il nous affiche 5. Si nous tapons 10, naturellement,
nous affiche 10. Nous pouvons de même faire la somme de deux nombres, 10 plus 5, et Python nous affiche 15. 4 plus 15 nous donne 30. Nous pouvons aussi utiliser les opérations plus complexes, que sont la soustraction. Python gère naturellement les nombres négatifs. Et la multiplication, le produit. Par exemple, ici, 153 fois 227. Les nombres peuvent être pratiquement aussi compliqués que l'on le souhaite. Nous pouvons aussi utiliser des nombres à virgule. Cela est assez simple. Il suffit en fait d'écrire la partie entière de notre nombre, un point, puis sa partie décimale. Python utilise en fait la notation anglo-saxonne, dans laquelle la virgule est remplacée par le point. Nous tapons donc 5.3 et Python nous affiche qu'il a bien compris et nous retourne le nombre que nous avons inscrit. Nous pouvons naturellement toujours poursuivre les opérations classiquement. 5.3 plus 5 nous donne donc 10.3. 5.3 fois 3,39 nous donne 17,967. Il y a aussi la division qui s'écrit de manière relativement simple. 15 divisé par 2 par exemple s'écrit avec un slash. Et nous avons un résultat exact, 7.5. Nous pouvons faire d'autres tests. 10 divisé par 2, nous obtenons 5.0. 5. 30 divisé par 3, et nous obtenons 10. Nous pouvons aussi enchaîner les opérations. 30 divisé par 3, plus 1, moins 4 divisé par 2, plus 9.5 fois moins 2, par exemple. Ce qui nous donne moins 10. Python comprend aussi les parenthèses. En conséquence de quoi, si vous faites 30 plus 5 plus 2 fois 7, vous obtiendrez le résultat 79, qui est donc égal à 30 plus 7 fois 7, à savoir 49 plus 30, 79, ce qui est naturellement différent de 30 plus 5 plus 2 fois 7. Naturellement. Python comprend donc parfaitement les priorités opérationnelles. Nous allons donc pouvoir maintenant passer à une opération peut-être un peu inconnue pour vous, mais qui reste relativement simple, le modulo. Le modulo, c'est en fait le reste de la division entière. Par exemple, si vous prenez le nombre 15 et que vous le divisez par le nombre 2, eh bien, comme nous l'avons vu tout à l'heure, il reste 7.5. Nous obtenons 7.5. Si nous faisons une division entière, il se trouve que le nombre obtenu est sans décimale. Nous obtiendrions ici donc 7. Le reste serait donc de 1. Eh bien, le reste s'écrit simplement 15 pourcentage de 15, excusez-moi, j'ai fait une erreur de frappe. 15 pourcentage de qui nous donne 1. 30 pourcentage 15 nous donnera naturellement 0, car 2 fois 15 égale 30. 30 est divisible par 15. Nous pouvons poursuivre. 21 modulo 10 nous donnera 1, car dans 21 il y a 2 fois 10, il reste 1. 176 modulo 179 par exemple, il reste 176, car dans 176 il va 0 fois 179 et il reste 176. Dernière opération, la division entière. La division entière est elle aussi relativement simple. Nous allons prendre un nombre, par exemple nombre 5, division entière qui se note 2 slash, puis le nombre par lequel nous souhaitons diviser, par exemple 2, et nous obtenons une division sans décimale. Donc ici, nous obtenions 7,5. Si nous faisons 15 division entière
2, eh bien nous obtiendrons 7. 30, division entière 17, nous obtenons 1. Ces opérations sont essentielles. Nous les rappelons donc: la somme, la soustraction, le produit, la division, le modulo, la division entière. La somme est l'opération classique, la soustraction de même, le produit de même. La division est aussi classique. Le modulo, lui, c'est une opération qui nous donne le reste de la division euclidienne, appelée aussi division entière. Et les deux slash symbolisent la division entière, qui se fait donc sans reste. Voici quelques exercices que je vous propose. Essayez par exemple, en même temps que je vous le dis, d'ouvrir Idle et de rédiger les choses suivantes. D'abord, le calcul 30 plus 17, le tout fois 24. Donc, entre parenthèses, 30 plus 17 fois 24. Ensuite, écrivez l'opération qui nous donnerait le reste de la division euclidienne de 37 par 2. L'opération qui nous donnerait le reste de la division euclidienne de 37 par 2. Puis, l'opération qui nous donnerait la division entière de 28 par 3. Naturellement, il y aura d'autres exercices en description de la vidéo que je vous conseille de faire avant de suivre le prochain cours. Nous allons nous pencher pour cette fin de leçon sur un nouveau concept, à savoir celui des variables. Une variable, c'est en fait relativement simple. Imaginons que dans votre programme, au cours de son exécution, vous ayez besoin de stocker une donnée, une information que vous devez réutiliser par la suite. Supposons par exemple que vous souhaitez enregistrer l'âge de l'utilisateur pour éventuellement le modifier le jour de son anniversaire. Pour cela, nous allons utiliser ce qu'on appelle une variable. Une variable se déclare de façon simple. D'abord, il faut lui donner un nom. Ici, par exemple, âge, qui indique qu'elle contiendra l'âge de quelqu'un. Puis, nous écrivons un égal pour dire que cette variable aura une valeur qui va être égale à ce que nous allons indiquer par la suite. Par exemple, si nous écrivons âge égale 18, eh bien, la valeur associée à âge est 18. Donc, si nous demandons à afficher âge, eh bien, nous obtenons 18. Nous pouvons écrire second âge égale 31, par exemple, pour une seconde personne qui aurait, elle, 31 ans. Si nous affichons second âge, alors nous obtenons l'âge de 31 ans. Nous pouvons aussi utiliser des opérations. En fait, une variable, ici, elle sera remplacée par sa valeur. Donc si nous écrivons âge plus second âge, eh bien, ce que fera Python, c'est remplacer âge par sa valeur, à savoir 18, et second âge par sa valeur, à savoir 31, et fera donc le calcul qui nous donnera 49. Nous pouvons naturellement faire les opérations usuelles que nous avons vues tout à l'heure. Âge fois second âge modulo second âge divisé par second âge, et âge division entière second âge. Et donc ici, vous devriez être capable, a priori, de me dire ce qu'affichera cette ligne, en vous basant sur la précédente. Elle affichera donc 0, car celle-ci est une division classique, et la division entière ne prend que la partie entière. Nous pouvons créer de nouvelles variables qui seront des combinaisons d'autres variables. Par exemple, nous pouvons écrire somme égale âge plus second âge. On pourrait même y ajouter encore autre chose. Et pourquoi pas y mettre des multiplications, des divisions, des modulos, ce que nous voulons pour ainsi dire. Voilà, et si j'affiche somme,
eh bien, on se rendrait compte qu'en faisant le calcul, l'âge qui est de 18 plus le second âge qui est de 31 plus 17 fois 38 sur 12, sachant que le 38 sur 12 est prioritaire dû aux opérations usuelles en mathématiques, eh bien cela nous donne le résultat suivant, 102.8333, etc. 4. C'est une approximation, car en fait, les 3 s'étendent à l'infini, mais elle est largement recevable. Nous verrons par la suite comment obtenir des résultats exacts dans les cours qui suivront. Une variable n'a pas une valeur fixe, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Par exemple, cet individu dont l'âge est égal à 18 pourrait voir son âge augmenter de une année à son anniversaire. Et bien pour cela, c'est on ne peut plus simple. On écrirait âge égale 19. Il passerait donc à la valeur suivante. De même, second âge pourrait tout à fait être égal à 32 au jour de l'anniversaire de cette personne. On peut de même écrire âge est égal à, donc la valeur de âge qui est égale à 19, cela il suffit d'écrire âge, plus 1. Cela va signifier que la valeur de âge augmente de 1. La valeur de âge est égale à la valeur de âge plus 1. Ce qui va donc nous donner 19 plus 1, soit 20. Second âge, quant à lui, si nous faisons la même opération, eh bien, nous avons un résultat, ma foi, tout à fait cohérent. Voilà. À savoir qu'il existe une notation particulière qui permet de raccourcir ce type de calcul. J'entends par là, quand nous écrivons par exemple âge est égal à âge plus 1, âge est égal à âge fois quelque chose, etc. Si nous écrivons âge plus égal 1, c'est en fait comme si nous écrivions âge égale âge plus 1. Cela marche pour toutes les opérations. Âge fois égale 2 par exemple, c'est comme âge égale âge fois 2. Très bien. Naturellement, le modulo fonctionne de la même façon, ainsi que toutes les opérations usuelles. Parfait. Eh bien, maintenant, nous pouvons préciser qu'il est tout à fait possible d'enregistrer dans une variable un nombre à virgule. Par exemple, nous pouvons écrire décimale égale 5.4. On n'oublie naturellement pas la notation anglo-saxonne, c'est un point et non une virgule que l'on utilise. Et puis on peut tout à fait faire des calculs, par exemple fois égale 2, ce qui va nous multiplier décimale par 2. Si nous affichons décimale, nous aurons donc 10.8. Eh bien, c'est la fin de ce premier cours. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mes cours vous plaisent, si vous trouvez que j'ai une bonne pédagogie, je l'espère du moins. N'hésitez pas à laisser vos remarques, vos suggestions en commentaire s'il vous plaît. Bonne journée à tous, je vous retrouve dans les prochains cours. Au revoir.